Devant les préjugés, devant les critiques sociales, seul le courage et la détermination peuvent aider l'homme à s'en sortir. Il y a tout juste un siècle, en 1922, un jeune Africain de l'Ouest, originaire du Sénégal, venait de marquer son histoire ici en Europe, et particulièrement en France, dans le domaine du sport. J'aimerais partager aujourd'hui avec toi l'histoire de Louis Mbalik Fall, connu sous le nom de Battling Seki. Et ce sera juste après ça. On a tous grandi quelque part avec des posters collés le long de nos murs. Dans nos chambres, les posters des stars du sport. Que ce soit dans le foot, que ce soit dans le basketball, ou la boxe, ou l'athlétisme, etc. Pour la boxe, beaucoup d'entre nous avaient des posters de Cassius Clay, connu sous le nom de Mohamed Ali, de Mike Tyson, qui est toujours vivant d'ailleurs, et pour la nouvelle génération, Floyd Mayweather, qui est devenu aujourd'hui une légende très fortunée. Mais rares sont les Africains qui parlent aujourd'hui de Louis Mbalik Fall, connu sous le nom de Battling Seki, parce que il y a eu peu de promotion concernant ses exploits, concernant ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour le sport mondial. Pourtant, c'était le premier Africain à devenir champion du monde de boxe dans l'histoire de l'humanité. Mais qui était Louis Mbalik? L'histoire de Amadou Mbalik Fall commence le 16 septembre 1897 dans sa ville natale de Saint-Louis, au nord du Sénégal. À seulement l'âge de 15 ans, sa vie bascule. Selon certaines sources, une Hollandaise plutôt danseuse serait tombée amoureuse de lui au Sénégal et lui aurait proposé de partir avec lui vivre en Europe. Arrivé en France, après quelque temps, il y a eu un problème de démarches administratives qui ont fait que la fille finirait par le laisser vivre en France et repartir tout seul en Hollande. La deuxième version dit que c'est une Française qui l'aurait pris en tant que majordome pour aller travailler dans un restaurant à Marseille, au sud de la France. Il y a eu trop de versions concernant le comment ce jeune est arrivé en France. Ainsi, entre 1912 et 1914, sa vie bascule après des années passées dans la restauration à la suite d'une embrouille avec un jeune Français qu'il porta un coup, qu'il envoya par terre. Certains le conseillèrent donc à s'inscrire dans des cours de boxe. Il n'hésita pas et fit un travail acharné dans ce domaine jusqu'à s'ouvrir dans des compétitions nationales et régionales européennes où il remporta 8 victoires sur 16 et 6 matchs nuls et seulement 2 défaites. Ainsi, l'avènement de la Première Guerre mondiale le contraint à se porter volontaire pour participer à l'effort de guerre en tant que tirailleur sénégalais. Il sera décoré Croix de guerre par la France en tant qu'adjudant. Ainsi, dès la fin de la Première Guerre mondiale, il décide de revenir pour poursuivre sa passion de boxeur. Il devient donc boxeur professionnel et continue à faire des duels. Il va faire 46 combats au cours desquels il va remporter 43, 3 matchs nuls et seulement une défaite. En ce temps, il va faire KO tous les boxeurs d'Europe et devient la risée de tous les médias. Tous les médias occidentaux parlaient de lui. Sa renommée dépassait les frontières de la France. Mais étant dans une société de l'époque majoritairement ségrégationniste et raciste, à cause de sa couleur de peau, il va rencontrer beaucoup de problèmes. C'est ainsi que sa vie va basculer lorsque son manager, François Deschamps, décida de le confronter au champion français, champion du monde, Georges Carpentier, pour essayer simplement d'éteindre son ascension, parce qu'il fallait le stopper à tout prix. Ainsi donc, le combat devrait se dérouler le 22 septembre 1922 au stade Vélodrome Buffalo à Montrouge, devant plus de 40 000 spectateurs, entre Louis Mbalik Fall
que les racistes de l'époque avaient surnommé chimpanzé, déformation des termes champion et chimpanzé, parce qu'on l'assimilait à un singe, et Georges Carpentier. Il y avait eu un deal entre les deux managers. Le manager de Louis Marival devrait percevoir environ 200 000 francs de l'époque des mains de Heller, qui était le manager de Georges Carpentier, parce qu'il n'était pas question que Georges Carpentier perde son titre de champion du monde. Et à ce que le titre donc revient à un noir et de surcroît un Africain dans le pays, et tout ne se passa pas comme prévu. Georges Carpentier infligea des coups durs à Louis-Marie-Fall, sans respecter le contrat, le deal que Louis-Marie-Fall lui avait accepté pour ne pas humilier Georges Carpentier. En ce moment, il s'est relevé, il a compris c'est une question d'honneur et de dignité. C'est en ce moment précis, qu'il porta un coup KO à Georges Carpentier, qui tomba raide. Et malheureusement, on lui refusa sa victoire. On lui refusa sa victoire parce que l'arbitre, étant du côté de Georges Carpentier, décida de ne pas lui donner sa victoire, jusqu'à ce que une grande partie de la foule scanda victoire pour Battling City. Ainsi, la tendance fut renversée et sa victoire lui fut restituée parce qu'il avait le mérite et il a gagné. De la suite de cette victoire historique en France et dans le monde, Louis-Marie-Fall sera désigné comme étant le premier noir africain champion du monde de boxe. Mais cela ne plut pas à la France parce que la France ne voulait pas être représentée par un noir champion du monde portant la nationalité française. Parce que Saint-Louis du Sénégal, les 4 régions, Saint-Louis, Dakar, Rufisque, faisaient partie intégrale, c'est-à-dire que tous les citoyens sénégalais qui naissaient dans les 4 régions là étaient officiellement français. Donc que Louis-Marie-Fall représente la France, ce serait un problème. Et donc, vu le degré de racisme qui existait à l'époque, il décida lui aussi de mener un combat parallèle contre le racisme et s'est mis en contact avec certaines célébrités noires pour dénoncer le racisme. Mais la leçon la plus importante à tirer dans cette histoire, c'est qu'on peut vivre dans une société majoritairement raciste, xénophobe ou ethnocentriste. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir s'imposer. Louis-Marie-Fall a réussi à s'imposer dans une société blanche majoritairement raciste. Il a fait ses preuves avec courage et détermination. C'est pour vous dire que rien ne doit changer vos convictions et votre détermination à mener votre objectif jusqu'au bout. C'est la leçon la plus importante à tirer dans cette histoire. Ainsi, après quelques combats menés en France, en Irlande, il décide d'aller vivre définitivement aux États-Unis pour poursuivre sa carrière de boxeur. Sauf que l'Amérique de l'époque était plongée dans une crise sociale profonde avec les lois Jim Crow de 1877 qui ont instauré la ségrégation raciale à l'égard de la communauté noire. Et donc, Louis-Marie-Fall ne pouvait pas échapper à la règle. C'est ainsi que le 15 décembre 1925, son corps sera retrouvé criblé de balles au pied d'un immeuble à la 19e avenue dans une des rues de Manhattan. Et jusqu'à aujourd'hui, le visage d'aucun criminel n'a été dévoilé parce que l'enquête a été bâclée et classée sans suite. À la suite du décès de Louis-Marie-Fall, Georges Carpentier réclamera sa victoire et se dira qu'avec la mort de Battling City, il est désormais le champion du monde. Ainsi, raconter cette histoire permet de faire comprendre aux nouvelles générations que notre histoire a été falsifiée, que les héros que nous croyons héros ne sont pas forcément les héros, qu'il y a bien des héros africains dont l'histoire ne mentionne pas trop souvent leur nom et que leurs dossiers sont classés, bien qu'on essaie souvent d'effacer les traces pour ne pas montrer la grandeur de l'Afrique. Il revient à chacun d'entre nous de s'impliquer pour faire revivre notre passé, pour faire revivre nos héros. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et dans tous tes groupes. Et je te dis à très bientôt et merci.